Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand un maître de la BD revisite une œuvre présentée comme une matrice de la littérature anglo-saxonne, eh bien, ça donne le truculent autant que trépidant album Beowulf, invité du Grand Oral, Boulet. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, celui de la mort d'un dramaturge que tous les élèves croisent au moins une fois dans leur scolarité en cours de français, Eugène Ionesco. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'animaux, au moins 3 jours. Une poule sera à l'honneur dans quelques instants. Et puis rendez-vous avec les années collège, la chronique d'Amélie Paris, professeure documentaliste au Collège du Trio à Paris. Séquence les incontournables de la mode adolescente aujourd'hui, le hoodie. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. La littérature jeunesse compte quelques royaumes merveilleux où l'enfant est roi. En voici un nouveau, celui de Beowulf, magistral BD qui vient de sortir chez Albin Michel. Elle est signée Zach Weinersmith pour le texte et Boulet pour le dessin. Boulet, invité du Grand Oral, qu'on est heureux et honoré d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Beowulf, et c'est par hasard, ça sonne un peu comme Beowulf. Oui, ouais. Beowulf. Beowulf. Et Beowulf, c'est un des plus vieux textes de la littérature occidentale. Oui. C'est un vieux texte, oui, anglais, qui raconte un peu l'histoire d'un personnage haut en couleur, Beowulf, qui veut dire l'ours-loup, qui est un guerrier qui va sauver un royaume. Est-ce que vous voulez l'histoire en détail ? Un tout petit peu plus quand même, parce que dire que c'est un texte qui, je crois, dont la première version date du 9e siècle, ouais. Qui a été retravaillé par la suite, qui a plein d'influences, enfin, c'est une œuvre assez magistrale, qui fut oubliée un moment. C'est Tolkien, le Tolkien du Seigneur des Anneaux, qui l'a remis sur le devant de la scène il y a à peu près une centaine d'années. Donc c'est quand même un monument, ce Beowulf. Oui, qui est assez peu connu en France, en fait, mais il y a eu des adaptations, on se souvient... peut-être ou pas de l'adaptation avec Christophe Lambert. Il y a eu aussi une version 3D qui est sortie il y a quelques années. Je crois que c'était en 2015, peut-être 2017, je ne sais plus. Mais ce texte, c'est un texte vraiment que beaucoup d'enfants connaissent en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, Zach a voulu le remettre au goût du jour. Donc, la légende originale, pour la faire simple, c'est un roi qui construit un château. Il invite tous ses chevaliers à venir faire la fête. Ça réveille un troll qui décide de venir leur manger la tête. Et le roi essaye de faire venir toujours plus de chevaliers pour tuer le troll qui, à chaque fois, étant insensible aux armes humaines, les rétame en 2 temps 3 mouvements. Et mange leur tête. À nouveau. Jusqu'au moment où le royaume voisin, qui est un royaume ami, envoie son meilleur guerrier, qui s'appelle le fameux Beowulf. Beowulf, et qui est réputé pour avoir la force de 60 hommes dans chaque main, je crois. Je me trompe peut-être sur les chiffres. C'est 60 en tout cas, voilà. dans votre version. Il me semble bien. Ouais. Et Beowulf va vaincre le troll sans avoir aucune arme sur lui, à main nue. Dans la légende originelle, je crois même qu'il se bat nu contre le troll et il finit par le dégommer et obtenir le royaume et la main de la fille du roi, si je me souviens bien. Voilà, il y a un épilogue qu'on ne va pas spoiler maintenant, mais qui ne se passe pas si bien que ça. Ouais, tout à fait à la fin. Le livre qu'on a fait là représente à peu près un tiers de la légende originale. Vous allez faire la suite d'ailleurs ? On y pense de plus en plus. Vous l'annoncez un peu à la fin quand même. Oui, on en a discuté avec Zach et lui, ça se termine quand même pas, on le saura au prochain épisode. Lui, il est partant pour faire la suite, moi aussi. Donc on va... ça va se faire alors. Ouais, probablement à notre rythme. Vous avez le temps ? Non. Voilà, au-delà de la blague, c'est un livre que vous auriez jamais... Vous auriez dû dire non en fait, en vrai. Voilà, je devais dire non. Zach me l'a proposé à un moment où j'avais absolument pas le temps de le faire. J'étais sur plein de projets différents, j'étais en bouclage de tous les côtés. Et il m'a dit, lis-le quand même. Je l'ai lu, et moi quand j'ai lu l'adaptation de Zach, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce livre, sinon je vais le regretter toute ma vie. Parce que c'était un texte qui était drôle, profond, qui allait être incroyable à dessiner. J'avais vraiment l'impression, moi, d'avoir un chef-d'œuvre entre les mains, et je me suis dit, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, et je vais être furieux. Ça va vous énerver. Voilà. Je vais détester quelqu'un que je pourrais ne pas détester. Voilà. Et donc, sachant que je n'avais absolument pas le temps de le faire, j'ai dit à Zach, je vais le faire. Comment vous est venu
la morphologie, le visage. Alors oui, donc on précise que c'est une adaptation dans le monde des enfants. Voilà, il y a moins de têtes mangées. Le plus Beowulf, c'est Beowulf. Oui, mais quand même, c'est très désagréable ce qui arrive, ce que fait le Grindel, le méchant, aux enfants. Alors on a fait la transposition. Il faut vous boucher les oreilles, Emma, parce que vous allez voir, ça va vous faire hurler. Alors la transposition est faite de cette façon, c'est que au lieu d'être un roi qui construit un château, c'est un petit roi avec une couronne de carton, un enfant qui construit une cabane dans les arbres. Voilà, il est là, le roi. Je sais pas si on le voit. Ça, c'est le premier roi. C'est le premier roi, c'est le fondateur, celui-là. C'est son successeur. Mais c'est lui qui fonde le château. Non, c'est le Ah là, mince alors. qui fait le château quelques temps plus tard, la cabane dans. Ah bah oui, c'est dans la stance d'après. Et voilà. Et la cabane dans les arbres est construite au-dessus de la propriété du méchant Grindel, qui est le voisin, obsédé par les lois, les contrats, etc. C'est un adulte grincheux. Et alors, il a un pouvoir monstrueux. Et il a le pouvoir de mange faire pas les têtes, vieillir mais les enfants. Voilà. C'est-à-dire que s'il pose son Il vous doigt met le doigt sur la tête et vous vous transformez en adulte ennuyeux, ou pire, en ado. ou pire en ado, obsédé par son téléphone. Et ça, c'est monstrueux. Alors, on va prendre une respiration parce que je sais, il y a trop de tension dans cette émission. L'anti-sèche, Emma Guessel. On prendra une récré tout ça parce que c'est beaucoup trop. Emma, c'est un 28 mars, en 94 précisément, que mourait le maître de l'absurde, me voilà bien, Eugène Ionesco, un auteur que les élèves croisent forcément au cours de leur scolarité. Notamment au lycée Ionesco, né en 1909 en Roumanie, d'un père roumain et d'une mère française. C'est elle qui lui apprend le français quand il est petit. La famille déménage en France quand le jeune Eugène a 4 ans et il passe donc son enfance principalement avec sa mère et sa sœur parce que son père, mobilisé en Roumanie pour la Première Guerre mondiale, part et ne donne plus jamais de nouvelles. La famille apprend finalement qu'il est vivant et qu'il s'est remarié en Roumanie. C'est important pour la suite de... On va le voir. En tout cas, il passe une enfance heureuse à Paris, le petit Eugène. Et anecdote rigolote, c'est qu'il adore, ce qu'il adore quand il est petit, ce sont des spectacles du Guignol. Vous savez, au Jardin du Luxembourg, dans Notes et contre-notes, il écrit « J'étais là, envoûté, des journées entières. Je ne riais pas pour autant. C'était le spectacle même du monde qui, insolite, invraisemblable, mais plus vrai que le vrai, se présentait à moi sous une forme infiniment simplifiée et caricaturale, comme pour en souligner le grotesque et brutal vérité. » Du Ionesco pur et dur, qui déjà tout petit développe sa propre notion de l'absurde qui caractérise ses œuvres par la suite. Oui, parce que si on a retenu un truc de Ionesco, c'est théâtre de l'absurde. Ionesco a 16 ans, ses parents divorcent et son père obtient la garde. Exactement, et donc le jeune Eugène est obligé de retourner en Roumanie. Là-bas, il apprend le roumain. C'est une période difficile pour lui parce qu'il ne s'entend pas du tout avec son père, qui refuse que son fils soit écrivain ou auteur. Lui, il le voyait plutôt ingénieur. Donc Ionesco s'engage quand même dans des études de français à Bucarest et il publie son premier article de critique littéraire. En 1938, il fuit la Roumanie face à la montée du fascisme et revient en France. Mais la guerre éclate et il doit à nouveau rentrer en Roumanie. Et finalement, après la défaite de la France, Ionesco obtient un poste d'attaché de presse à l'ambassade de Roumanie en France, à Vichy. Il ne quitte plus le territoire français à partir de ce moment-là. 1950, il publie sa première pièce. Et quelle postérité, puisque c'est La Cantatrice chauve. Cantatrice chauve, qui reste encore aujourd'hui sa pièce la plus célèbre. Pourtant, à sa sortie, l'accueil est plutôt froid. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de théâtre ? On est loin, très très loin des codes du théâtre classique. Ça échappe à toute logique. On y met le comique, tragique pour mettre le spectateur un peu mal à l'aise, pour lui faire comprendre l'étrange monde dans lequel il vit. L'idée de cette pièce lui vient alors qu'il apprend, alors qu'il s'intéresse en fait aux exemples utilisés dans la méthode Assimil, vous savez, pour apprendre l'anglais. Et il écrit La Cantatrice chauve sur le même principe, ce qui donne des dialogues totalement absurdes. Monsieur et Madame Smith. Voilà, Monsieur et Madame Smith échangent des banalités complètement illogiques au début de la pièce. Ils dialoguent mais sont dans l'incapacité totale à communiquer. Et la parole n'est pas un moyen de communiquer pour Ionesco, mais un moyen de faire rire. On rit pour ne pas pleurer, écrivait-il. Et oui, c'est aussi cela l'absurde. Je n'ai jamais compris la différence que l'on fait entre comique et tragique, écrit Ionesco. Le comique étant l'intuition de l'absurde, il me semble plus désespérant que le tragique. Le comique n'offre pas d'issue. Je dis désespérant, mais en réalité, il est au-delà ou en deçà du désespoir ou de l'espoir. Après La Cantatrice chauve, Ionesco publie de nouvelles pièces,
dont on connaît au moins les titres à défaut de les avoir lus. Il y a Rhinocéros, critique du nazisme, mais il y a aussi Les Chaises, La Leçon, Le Roi se meurt. Oui, et ce sont des succès, surtout après le Rhinocéros en 1960, pièce qui donne à Ionesco une renommée internationale. En 1970, il entre même à l'Académie française et il fait partie des rares auteurs à être publié de son vivant dans la collection La Pléiade. Et puis pour l'anecdote, La Cantatrice Chauve et La Leçon sont à l'affiche du Théâtre de la Huchette à Paris depuis 1957 sans interruption et ce quasiment tous les jours du mardi au samedi. Donc voilà, Ionesco meurt en 1994 à l'âge de 84 ans, je vais y arriver, et il est enterré au cimetière du Montparnasse. Merci beaucoup Emma, on se retrouve à la récré. Ah oui. Ah oui, droit oral, Boulet. L'enfant considère le fait de grandir comme une calamité quasi obscène qui, pour une raison mystérieuse, ne l'atteindra jamais lui. Tous ceux ayant passé l'âge de 30 ans sont de tristes et grotesques personnages qui pinaillent sans fin pour des broutilles et restent en vie sans posséder, du moins d'après ce que l'enfant peut voir, aucune raison de vivre. La vie d'enfant est la seule vraie vie. C'est l'incipit du livre. C'est signé George Orwell. Tels étaient nos plaisirs et autres essais, 1944-1949. Le royaume des enfants d'Ambea Woolf, c'est le royaume de tous les possibles. Ça dégouline de sucre, de pyjama party, de fêtes qui n'en finissent pas. C'est l'enfance où tout est permis, quoi. C'est un peu, oui, on a représenté une enfance très idéalisée. On a représenté... Je vous le confirme. Ouais. On voulait représenter, oui, cette espèce de royaume idéal pour les enfants. On voulait pas leur montrer le monde réel dans ce livre. C'est une épopée lyrique. L'histoire de Beowulf, c'est un récit plus grand que nature. Et on voulait que ça soit la même chose à l'échelle des enfants. C'est vraiment l'enfance, le thème central du livre, l'enfance dont on exclut les adultes. C'est-à-dire que... Et même les ados, je disais tout à l'heure, on va y revenir dans quelques instants. Ils en prennent pour leur grade, les ados, presque plus que les adultes. Je pense que la façon dont Zach a écrit le livre, c'est que l'âge adulte représente la mort. Et donc je pense que dans le livre, les enfants ont cette espèce de répulsion pour tout ce qui touche à l'âge adulte. Et l'ado, c'est déjà la créature qui est en train de devenir un adulte. Vous n'allez pas vous planquer derrière Zach pour dire que les ados sont pas sympas. C'est vous qui les avez décidés quand même. Ils sont là, regardez-moi, ils ont pas l'air aimables quand même. Moi j'ai essayé de les dessiner quand même avec pas mal de tendresse. Alors ceux-là c'est un petit peu particulier. Ceux-là c'est un peu particulier parce que c'est un combat. Et donc, c'est vrai, ils montent des dents, au sens propre du terme. Si vous regardez bien, par exemple, on a pris des partis pris graphiques qui pour moi sont très importants. Par exemple, les monstres et les ados dans cette scène de combat sont représentés de manière très cartoon, presque manga, avec des traits de mouvement. D'ailleurs, on peut aller directement ici, on y est. Avec de la bagarre. Là, les seuls personnages qui sont vraiment représentés comme inquiétants, comme menaçants, comme effrayants, ce sont les adultes. C'est Grindel. Et notamment Grindel. Voilà. Dont le pouvoir maléfique est de transformer l'enfant en ado ou en adulte. Vous étiez quel enfant ou quel ado ? Moi, je pense que j'aurais été un enfant qui aurait beaucoup fantasmé l'univers de ce livre. J'aurais beaucoup aimé vivre dans ce livre. Moi, j'étais pas un enfant, très aventureux. J'allais pas tellement, je vivais pas tellement à l'extérieur. C'était une enfance à la ville, à la campagne. Non, j'ai grandi dans un village de 200 habitants en Bourgogne. Non, moi j'étais un peu une. Je ne sais pas si l'expression est très connue en France, mais au Québec ils disent une patate de sofa. Vous savez, voilà. Et je restais beaucoup devant mes BD, devant mes livres et devant mon ordinateur. Mais en ayant grandi à la campagne, j'ai quand même eu un petit peu de cette espèce d'enfance idéalisée. Avec, les cabanes dans les bois. Voilà, les cabanes, le vélo à la campagne, les voisins qui font peur, etc. Donc, j'ai mis beaucoup de mon enfance dans cet univers-là aussi. Et l'adolescence, pour vous, ça a aussi été un moment de cassure où vous êtes mis à ressembler à... Oui, j'ai eu une adolescence que je n'ai pas du tout aimée. Donc j'ai été pendant très longtemps, au début de mon œuvre, quand j'ai commencé à faire des BD pour enfants, j'ai été très dur avec les ados dans mes premiers albums. Et maintenant, je pense que j'ai un regard beaucoup plus tendre pour les ados parce que... Vous essayez de vous réconcilier ? Il y en a dans ma famille surtout, et c'est des ados géniaux et que j'adore. et donc là, dans ce livre, j'ai essayé de les représenter un petit peu plus, un peu penaud, un peu maladroit, mais
mais pas totalement inhumains. C'est ça. Ils sont surtout un peu mous et inutiles, c'est ça que vous dites. C'est vous qui le dites. Non, je vous retrouverai le passage. Ah, j'adore comment il se planque. Je vous le retrouverai. Voilà. Par contre, les adultes, c'est vrai, c'est terrible. Tous les distributeurs de devoirs pour demain, les déverseurs d'averses de problèmes terrorisant les enfants, même en maternelle, fuyant pourtant la moindre échauffourée, les rois des règles, de vrais losanges, rigides et penchés, confiscateurs de jeux, découvreurs de rien, gardeurs de tout, toujours à faire chute, à houspiller, punir, priver de temps d'écran, donner des notes, jamais contents, rouges du stylo et de l'œil, des monstres mentant sur les mentions, servant du céleri souillé de petits Suisses et rebaptisant ces bateaux funestes barques fromagères, les fouines. Il y a votre dessin qui est absolument magistral, mais il y a un texte qui est magistral aussi, avec un rythme extraordinaire. Le texte, la traduction est géniale. Voilà, j'allais parler de la traduction de Aude Pasquier, qui a fait un travail absolument fantastique. Mais le texte de Zach s'est inspiré vraiment du récit, des traductions modernes du récit de Beowulf. En essayant de garder ce rythme épique, ces allitérations, ces sons qui reviennent martelés comme ça. Ce sont pas des rimes, mais il y a quand même une musicalité dans le texte qu'on voulait absolument retrouver. C'est une prose très poétique et très percutante et percussive, et c'est aussi beau à regarder que beau à lire. On se retrouve dans quelques minutes. On va prendre 3 minutes de récré avec Emma. Emma. Oui. En guise de récré, rebonjour, une belle histoire d'amitié entre un aventurier et une poule. Mais oui, on n'est jamais au bout de ces surprises dans la quotidienne, je sais. Je ne sais pas ce que vous allez raconter. Mais c'est une belle histoire. Vous allez voir que nous raconte mon petit quotidien. L'aventurier, alors c'est Guirec Soudé, c'est un breton de 29 ans. Et en 2014, il avait débuté un tour du monde de 5 ans en voilier avec, pour seule compagnie, une poule. Monique, au doux surnom de Momo. Alors, c'est Monique. C'est Monique. Elle est pas belle, Monique, franchement, pas mal. Hein. Bien malheureusement, sauf que malheureusement, Monique n'est plus. Et ça, c'est super, j'adore. Ça, c'est un peu triste. On dirait une BD de Boulet, ça. Tu as vu, Monique, tu la regardes, la poule, elle est belle, la poule. Elle s'appelle Monique, une mignonne Monique. Elle est morte. C'est exactement ça, mais c'est triste parce qu'elle a accompagné le navigateur dans les moments joyeux et moins joyeux de son périple. Par exemple, lorsqu'ils étaient au Groenland, il écrit, ce navigateur, « Moi qui n'arrivais même pas à pêcher à travers les banquises, tu as continué de pondre chaque jour en sachant que notre vie en dépendait. » Je trouve ça beau quand même. Ils avaient un super lien. Et ensemble, on a vu des icebergs, des ours, des narvals, des baleines à gogo et des dauphins par milliers. On arrivait comme des enfants, on a eu peur comme jamais. Un très bel hommage qu'il a rendu à cette poule qui était son animal de compagnie, qui n'est plus, mais qu'il a beaucoup aimé. Et je trouvais l'histoire jolie, donc voilà, je voulais la raconter, parce que oui, j'aime les animaux, vive les poules et tous les animaux. Me pleurez pas, Emmanuel, je sais, on s'attache très vite à ces petites poules. Merci Emma. Merci à vous. C'était pas drôle comme récré. Non, mais... C'était plein de sentiments. Mais Monique. Elle s'appelle Monique, c'est drôle. Grand oral Boulet. Boulet, invité du Grand Oral à l'occasion de la sortie de Beowulf chez Albin Michel. Les textes ont été traduits mais sont originellement de Zach Weinersmith. C'est une superbe bande dessinée. Votre première rencontre avec le grand public à vous, elle date d'il y a une vingtaine d'années. Elle s'est passée en ligne sur un blog. Oui. Qui s'appelait Bouletcorp. Bouletcorp.com. Qui existe encore, mais pas mis à jour, mais qui existe encore. Qu'on peut aller voir. Et vous avez poursuivi après TikTok, Instagram, tout. Non, TikTok, j'y suis pas resté TikTok, longtemps. Pas tellement, oui, c'est ça. J'ai essayé, mais c'était pas pour moi. Ouais. Et oui, je suis toujours sur Instagram, là, maintenant. En ce moment, comme j'ai plus... Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rapport au public? C'est l'immédiateté. Ouais. Moi, je répète souvent que la bande dessinée, c'est un boulot de moine, en fait. On est enfermé chez nous et on travaille en silence en espérant que dans 2 ans, quelqu'un verra ce qu'on a produit. Et le fait d'avoir accès à Internet, ça permet d'avoir un retour direct et de communiquer, et d'avoir des réactions comme ça au fur et à mesure qu'on travaille. Moi, j'aime beaucoup l'interaction. C'est l'équivalent d'une scène pour un musicien, je dirais. Moi, je fais beaucoup de dessins en direct. Donc, en fait, vous faites de la scène et vous faites du disque, quoi. Exactement. C'est les deux. Exactement. Une vraie vie de rockstar. Vous avez dit dans un entretien, ce que j'aime dans les mondes imaginaires, c'est l'efficacité du mensonge. Certaines personnes préfèrent abandonner toute logique, comme dans Le Magicien d'Oz, alors que moi, même quand j'étais gamin, je détestais la magie pure. Et je trouvais qu'il y avait un petit peu de ça, notamment dans les blagues que vous allez mettre. On est dans un univers fantastique, mais vous nous rattachez de manière hyper prosaïque au monde réel. Et là, c'est vraiment des effets de dessin, parfois. Oui. Des étiquettes de
Oui. Alors, vêtements ou que il y a sais-je, eu effectivement des choix qui ont été faits dans cette direction. Par exemple, je voulais que tous les costumes des enfants soient reproductibles par des enfants à la maison. C'est-à-dire, il n'y a pas de costumes hyper compliqués de super-héros ou d'armure avec des cottes de mailles ou quoi que ce soit. Les enfants portent vraiment des pyjamas avec un slip par-dessus et ils portent des ustensiles de cuisine sur la tête. Ouais. Ils sont habillés que de choses que des enfants pourraient vraiment trouver chez eux. Quand ils partent à la guerre et qu'ils mettent leurs bottes, c'est des petites bottes avec des petits cœurs ou des petites fleurs. Bon, sauf Béa, elle a des bottes un poil plus élaborées, mais on n'est pas non plus dans le truc. Elle a des bottes de cow-boy. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est important pour vous, de garder ce lien, de mensonge, pas totalement mensonge, quoi. Oui, alors cette citation, oui, c'était plus pour décrire mon imaginaire. C'est vrai que moi, j'avais du mal avec tout ce qui était le merveilleux, où on nous demandait de croire tout à coup à une magie qui peut n'importe quoi. Moi, j'aimais bien ce qui se rattachait au monde réel. J'étais plus Ghostbusters que le magicien d'Oz. C'est ça. Parce qu'il y avait le côté, il y a de la technologie, on va faire des packs de neutrons, je trouvais ça un peu marrant. On peut y croire. Voilà, exactement. Avec un peu de bonne volonté, on peut y croire. Voilà, la suspension d'incrédulité est plus facile. Qu'avec le magicien d'Oz. On garde quand même toujours une part d'enfance, parce que Grindel, à la fin, je spoil un petit peu. Il est beaucoup. Mais ouais. oui. Bon, ben on y va. Oui. Il y a ça quand même aussi comme morale de l'histoire. Oui, que Grindel, en fait, enfin, je sais plus comment se goupille la légende originale, parce que je l'ai lu vraiment il y a longtemps. mais Grindel est un adulte un peu particulier, même dans l'univers de Beowulf. C'est-à-dire que les adultes dans l'univers de Beowulf, on les voit quasiment pas. Et Grindel, lui, en revanche, est un antagoniste. Et donc, on sait qu'il a quelque chose de spécial. Et il a cette chose spéciale qui est un symbole de pouvoir. Donc, si je devais inventer un mot, son adulterie, en fait, n'est pas naturelle comparé aux autres adultes. Ce qui le ramène au statut du troll dans l'histoire originale, qui est une sorte de créature fantastique, qui est, si je me souviens bien, dans la légende originale, le fils d'une sorcière. Et ben là, c'est un peu pareil. Grindel est une créature qui a été en gros fabriquée par la magie et par une sorcière. Qu'on va apercevoir à la fin de l'histoire. On aperçoit à la fin de l'histoire en train de lire un ouvrage dans lequel on lit un mot, morale. Exactement. Oui, on voulait avoir le point de vue des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une double lecture dans ce livre. Si vous êtes adulte, normalement, il y a des moments, des passages du livre où vous devriez être du côté de Grindel. Parce que Grindel a vraiment... Il y a un moment, par exemple, ils débranchent leur jeu vidéo, et puis il y a une petite parenthèse qui dit « Ouais, techniquement, c'était branché sur son réseau à lui. » Et pareil, quand ils font beaucoup de bruit, parce qu'ils sont en train de faire la fête dans l'arbre au-dessus du jardin, ils disent « Oui, l'arbre était au-dessus de sa propriété. » Et on se rend compte, en fait, il y a plein de trucs, en tant qu'adulte, on dirait « Ouais, en fait, ils sont... » Il n'a pas totalement tort, le camarade Grindel. C'est ça, mais... Le livre prend complètement le parti des enfants, parce que c'est un livre qui s'adresse aux enfants, et même quand on sait qu'ils ont tort, on est de leur côté. Voilà, il faut dire que ce sont des enfants qui font des choses absolument extraordinaires, et notamment à un moment donné, envoyez ce message à tous les enfants, c'est un message spécial pour Sandra Ferreira. Plutôt que d'avaler vos légumes dissimulés dans vos poches, apportez-les ici, entassez-les à l'infini, les poivrons lamineurs de langue et le persil qui gâche tous les goûts. Alors qu'à lui, ils se bouffent du sucre dans tous les étages, et là, ils sont obligés de s'intéresser aux choux de Bruxelles et aux choux de Calais. Voilà, comme je disais, on prend le parti des enfants, c'est-à-dire que je pense que les enfants ont déjà beaucoup de livres qui leur expliquent ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je pense que les enfants sont aussi très... on leur accorde pas assez de crédit. Ouais. Les enfants sont très conscients de ce qui est bien et ce qui est pas bien, de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Ouais. Là, c'est un livre où on s'amuse. C'est un livre où on leur dit, oui, les enfants, on va défendre les bonbons et mort aux légumes. Et pas que pour les enfants. Voilà. Vous restez avec nous, on va aller au collège. Avec plaisir. Emma, merci beaucoup. Merci. Et c'est avec Amélie Paris qu'on va au collège, les années collège. Amélie Paris, les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. C'est un des vêtements que beaucoup de monde adore, particulièrement les ados, donc les élèves du collège du Trio. Vous êtes professeur documentaliste. Le sweat à capuche, qu'on appelle aussi en anglais le hoodie, est en mode branché. D'où vient-il et pourquoi l'aime-t-il ? Eh bien, ses origines remontent aux années 30 aux États-Unis, donc il va bientôt avoir 100 ans. Et à l'époque, il était destiné aux ouvriers des entrepôts frigorifiques de New York pour se protéger du froid.
Avec la capuche. Exactement. Alors après, il est devenu l'attribut des boxeurs et on se souvient de cette célèbre photo de Mohamed Ali à Londres avant son combat contre Henry Cooper. Il porte la capuche, il l'a enfilée et elle est serrée au maximum. C'est Rocky. Évidemment, le suite qu'on retrouvera sur le boxeur le plus célèbre du cinéma, Rocky, donc en version gris chiné au moment d'un entraînement. Des ouvriers, des boxeurs, et petit à petit, il va se démocratiser, notamment chez des étudiants américains. Oui, dans les années 70, les lycéens et les étudiants américains le portent frappé du logo de leur établissement et le prêtent à leur petite amie. Et là, il devient l'emblème d'une jeunesse cool et branchée. Réservé donc aux plus jeunes et aux plus jeunes américains surtout. Oui, c'est vrai. Et dans les années 80, il est aussi réservé aux hommes, mais les hommes ne le portent jamais en dehors de la salle de sport. Par contre, les ados l'adoptent au quotidien, et notamment le héros du célèbre film de Steven Spielberg, E.T., le héros, Elliot, qui le porte tout le temps. Et qui le porte bien fermé, là encore. Hein. Oui. Néanmoins, juste à cette époque, ça reste quand même une spécificité américaine. Ça met du temps à arriver. Et ce n'est que lors de la décennie suivante, dans les années 90, qu'il va prendre de l'importance dans le vestiaire masculin, également dans le vestiaire féminin et partout dans le monde, avec l'avènement du sportswear, et notamment sous l'impulsion des créateurs américains, Tommy Hilfiger et Ralph Lauren. Le hoodie qui se voit souvent assimilé au mauvais garçon, à la délinquance, au point même que David Cameron, Premier ministre anglais, m'avez-vous appris, il a consacré un discours en 2006. Mais oui, l'ex-premier ministre britannique demandera aux Anglais d'arrêter de stigmatiser les jeunes dans un discours que l'on surnomme encore aujourd'hui Hug a Hoodie, c'est-à-dire faire un câlin hoodie. À votre suite, dans lequel il disait « Nous, les personnes en costume, percevons le hoodie comme une agression, l'uniforme d'une armée rebelle de jeunes gangsters. Mais ce vêtement est plus défensif qu'offensif. » On sourit moins, 2012, nouvelle polémique autour du hoodie, cette fois avec l'affaire Trayvon Martin et le vêtement qui va servir d'emblème. Oui, souvenez-vous, l'affaire a eu lieu en Floride le 26 février 2012. Le jeune homme rentre d'acheter des bonbons. Il s'apprête à retrouver son père chez sa petite amie. Il est dans une résidence surveillée. Il pleut, il fait froid. Il enfile sa capuche pour se protéger. Et l'agent de surveillance va le prendre en filature et va l'abattre quelques minutes plus tard, affirmant avoir agi en légitime défense. Alors, le mouvement de protestation qui se met rapidement en place, appelant à une enquête plus approfondie sur le meurtre du jeune homme. Et ses partisans vont faire du sweat à capuche son symbole, avec comme cri de ralliement « Les sweats à capuche ne tuent pas, les personnes armées, oui ». Et aujourd'hui, il est devenu le hoodie, et on se remet à sourire, un objet extrêmement tendance que presque tous vos élèves portent finalement. Mais oui, et il est parfois même difficile de leur demander de retirer la capuche. Alors, c'est un vêtement qui les protège, c'est un vêtement qui les tient chaud. Alors, Nazim, lui, aime le porter comme support de casquette, parce que Nazim, il aime porter une casquette et la capuche. Donc, quand il rentre au collège, évidemment, il est obligé d'enlever les deux. Donc, ça devient support de casquette. Double protection. Il y a Zélie, exactement, qui l'aime parce qu'il est confortable et esthétique. Alors, elle aime les porter larges. Et regardez comme c'est joli, avec toutes ces tresses et les petites perles comme ça qui tombent dans la capuche. On a Mélinda qui l'aime à l'effigie de son manga préféré. Et puis, il y a Mohamed, Paco et Achille qui les aiment parce que tout le monde en met. Ce qui est une bonne définition de la mode. Voilà. Vous en mettez, vous, des sweats à capuche ? Alors non, moi j'en mets pas et je trouve que c'est pas pratique et c'est surtout très difficile à sécher. La capuche ne sèche jamais. Oh là, d'accord. On va vous dénoncer, vous. Ah oui, moi j'en porte tout le temps, ouais. Moi j'en ai plein. C'est le côté ado, hein. Moi-même avec mes logos et tout. Ouais. Ah, j'aime bien, puis c'est graphique en plus à dessiner, c'est super marrant, ça fait une espèce de petit boudin comme ça autour du cou, ça donne un élément qui habille le personnage. Donc je dessine aussi beaucoup de personnages avec des hoodies. J'en cherchais, il n'y en a pas là, si. On doit bien trouver un ou deux ados avec un hoodie quand même. Plus du tout. Merci beaucoup Amélie. Béa Wolf-Boulet pour le dessin, Zach Weinersmith pour le texte avec cette traduction. On peut redire le nom de la traductrice, c'est Aude Pasquier qui a vraiment fait un travail absolument formidable. Tout cela chez Albin Michel dans les librairies. Amélie, merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Sophie Coulon au maquillage, Marine Plantec assistée par Dylan Coller, au son Saïd Mamou, à la réalisation Angèle Jean-Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.